Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le chiffre du jour qui fait bouger les marchés, notamment les marchés obligataires, l'inflation américaine qui reste beaucoup trop chaude pour envisager un quelconque pivot de la Réserve fédérale américaine, en tout cas pour la prochaine réunion et sans doute encore la suivante. Une inflation qui est même au plus haut de ce cycle, si on prend comme mesure de référence l'inflation cœur sur un an qui atteint 6,6%. C'est donc un nouveau pic inflationniste de ce point de vue-là que les États-Unis auront vécu au mois de septembre. Et les marchés obligataires en ont pris acte avec une correction qui s'est approfondie à nouveau, qui est repartie de plus belle. Le 10 ans américain et toute la courbe américaine est désormais quasiment au-delà de 4% de rendement. Et puis on a eu effectivement des effets de contagion également à l'Europe de ce point de vue-là. Le dollar repart à la hausse et on a vu sur la parité dollar-yen par exemple, un yen qui est tombé au plus bas depuis des dizaines d'années maintenant à plus de 147 yens contre dollar. La force du dollar qui reste évidemment un sujet majeur et qui génère beaucoup de pression un peu partout sur la planète. Du côté du Royaume-Uni, on continue de suivre la séquence britannique évidemment jour après jour, voire heure après heure. L'idée du jour est peut-être celle d'un pivot politique du côté du gouvernement de Liz Truss. En tout cas, la presse britannique rapporte effectivement qu'il y aura sans doute des concessions annoncées à un moment par le gouvernement de Liz Truss et le chancelier de l'Échiquier sur le programme de dépenses budgétaires. Cette information qui a été relayée par la presse britannique tout au long de l'après-midi a généré effectivement un rallye obligataire sur le marché britannique, spécifiquement à contre-courant de la tendance qu'on a pu observer ailleurs, avec un mouvement de baisse des rendements obligataires britanniques assez spectaculaire aujourd'hui. Et le sterling qui s'est redressé au-delà de 1,11 $11 contre 1 sterling aujourd'hui. Nous reviendrons évidemment sur les enseignements de cette séquence britannique alors que la Banque d'Angleterre est toujours supposée arrêter son programme d'achat d'urgence demain, vendredi 14 octobre. Pardonnez-moi. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, on se focalisera sur la thématique du stock picking. Comment conduire une stratégie de stock picking dans ces marchés. Nous en parlerons avec Sébastien Lemonnier, gérant Action Européenne chez Innocap Gestion, qui sera avec nous au plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés de cette journée sur les marchés avec vous, Alix Nguyen. Une journée qui a été particulièrement mouvementée et une dynamique de marché qui a été encore très heurtée jusqu'à cette fin de séance. À Paris, on pourrait avoir une petite clôture positive néanmoins pour la Bourse de Paris. Et le marché réagit à la hausse plus forte que prévue des prix à la consommation aux États-Unis en septembre. Ils ont augmenté de 0,4% sur un mois, soit 2 fois plus que prévu. Sur un an, le ralentissement est moins marqué qu'espéré à 8,2%. Hors alimentation et énergie, la hausse atteint 6,6% en rythme annuel, un plus haut de 40 ans. Sur un mois, elle a augmenté de 0,6%. L'espoir d'une inflexion de la Fed quant à l'ampleur de ces hausses de taux n'est donc plus d'actualité. La Fed qui publiait hier soir le compte-rendu, les minutes de la dernière réunion de son comité de politique monétaire. Les responsables de l'institution se sont accordés sur la nécessité de relever progressivement le taux directeur de la Fed. Globalement, les responsables qualifient l'inflation de généralisée à un niveau inacceptable. Ils sont donc prêts à une remontée des taux qui pourrait entraîner une baisse de croissance et un ralentissement du marché de l'emploi. Quant au rythme de la hausse des taux, le débat est en cours. Bon, et puis sur le marché d'échange, effectivement, la force du dollar reste de mise et l'euro-dollar est reparti à la baisse aujourd'hui. Seule la livre sterling se redresse alors que Liz Truss laisse comprendre qu'elle serait sur le point de faire machine arrière quant à ses réformes fiscales. La bourse de Londres, en revanche, recule.
Et puis on notera du côté sectoriel en Europe, le secteur de la technologie qui chute le plus lourdement aujourd'hui. Oui, dans le sillage de l'indice de semi-conducteurs de Philadelphie, lui-même sous l'effet des prévisions d'Applied Materials pour le trimestre en cours, du fait des nouvelles restrictions sur les exportations de semi-conducteurs vers la Chine. À Paris, STMicroelectronics chute. Du point de vue des autres valeurs, si les trimestriels d'LVMH satisfaisaient les marchés hier, le secteur du luxe est à la peine désormais. À l'inverse, Total Energy grimpe. L'Agence internationale de l'énergie a prévenu que la réduction de la production décidée par l'OPEP+ risque de provoquer une envolée des cours. À noter également la hausse des valeurs liées au voyage loisirs tiré par IAG, maison mère de British Airways. Le groupe nous apprend que les niveaux de ses réservations restent solides. Air France KLM bondit. Tendance, mon ami, 2 fois par jour, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alexandre Baradez est avec nous ce soir, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à David Calfon de nous accompagner également ce soir. Bonsoir David. Bonsoir Vous êtes le président de Sanso IS et Olivier de Béranger avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur général délégué et directeur de la gestion de la financière de l'Échiquier. Après 300 points de base de hausse de taux de la Réserve fédérale américaine depuis le mois de mars, les États-Unis connaissent leur plus fort niveau d'inflation. Si on prend, je le disais, comme référence, en tout cas, l'inflation cœur sous-jacente qui atteint 6,6% sur un an au mois de septembre. Oui, et c'est étonnant parce que les prévisionnistes ne s'y attendaient pas. Et quand on regarde dans le détail, on voit qu'on a de nombreux secteurs qui sont en hausse sur le mois et sur l'année. Et essentiellement, non pas à cause de pression des matières premières, mais à cause de pression salariale. Alors, dans les 6,6, il y a une grosse part de logement qui peut être un peu qualifiée de lagging, puisque c'est un peu les hausses précédentes qui se matérialisent aujourd'hui, mais il y a beaucoup de services où simplement les prix ont augmenté à cause des coûts salariaux. Et ça remet un peu en question la thèse du marché, qui était justement qu'on était à un pic d'inflation. Alors, c'est vrai que le niveau corps est en hausse, mais moi je parlerais plutôt de plateau, c'est qu'on voit qu'on ne redescend pas. En tout cas, on met du temps à redescendre. Et le scénario de marché qui était que la Fed remonte ses taux de 75 BP à la fin du mois, puis elle est sans doute 50 BP à la fin d'année, et puis une petite dernière de 25 en début d'année prochaine, paraît un peu mis en difficulté par ce chiffre qui est vraiment important. Cela dit, 6,6, n'oubliez pas que si la Fed monte ses taux de 75, de 50 et de 25, on est à 4,5, 4,75. On n'est plus si loin du niveau d'inflation, si tant est qu'elle finisse par baisser un jour. Le travail qu'il y a à faire en Europe est bien supérieur si on compare. Donc oui, un mauvais chiffre, oui, une mauvaise surprise et une mauvaise impression que l'inflation est en train de se répandre dans de nombreux secteurs. Mais après, quand même, la Fed agit vite, agit fort, et elle est probablement un peu moins behind the curve qu'elle ne l'était. D'ailleurs, le marché des taux, une fois de plus, a été volatile et les taux sont plutôt tendus, mais je dirais pas plus qu'une journée normale. Vous savez, en ce moment, la volatilité, le move est extrême. J'ai vérifié pour vous, Grégoire, avant de venir. Le move est à 160, nouveau record. 160, c'est environ 20 points de plus que lors du crack de 1994 sur l'obligataire. On avait fait 140 au plus haut. Donc là, on est à 160. 160, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, dans les jours qui viennent et les mois qui viennent, le marché à s'attendre à ce qu'il y ait au moins un mouvement d'une dizaine de BP sur le 10 ans américain. C'est quand même des mouvements importants et des mouvements qu'on a rarement vus puisqu'on est sur un pic historique. On était monté jusqu'à 200 en 2009 sur le move. Donc, un stress sur le marché obligataire qui d'ailleurs se transfère sur la liquidité. La liquidité du marché obligataire est plutôt faible en ce moment. C'est vrai aux États-Unis, c'est encore plus vrai en Europe où la plupart des indicateurs de liquidité, de profondeur de marché sont faibles, que vous vouliez vendre ou que vous vouliez acheter. Si vous voulez acheter un portefeuille important d'obligations aujourd'hui, alors que vous avez l'impression que tout le monde veut en vendre, c'est pas si simple en fait. Donc un marché très tendu, et la raison, vous l'avez cité dans votre question, c'est l'inflation qui ne baisse pas. Il n'y a pas eu de pic d'inflation. Pour l'instant, c'est un plateau.
Et donc ça veut dire, parce que ces histoires de liquidité, ça devient quand même central aujourd'hui dans l'évaluation des risques de marché. Toutes les banques centrales regardent ça de très très près. Quand on parle de marché obligataire, on parle de marché qu'on compte en trillions, voire en dizaines de trillions de dollars. C'est toujours difficile d'imaginer qu'il ne puisse pas y avoir de liquidité sur des marchés qui ont une taille gigantesque, qui sont les plus gros marchés du monde. Mais vous dites en fait, il n'y a plus d'échanges. Chacun garde ses positions. Il y a peu d'échanges. Et il n'y a même plus de spéculation active, d'une certaine manière. Et puis, un des gros animateurs de la liquidité, c'était les banques centrales, qui, a priori, sont plutôt en train de vendre aux États-Unis, mais on va dire timidement, n'ont pas encore commencé en Europe. Donc, on a cette impression que la stabilité financière pourrait être menacée par un manque de liquidité sur le marché obligataire. Et d'ailleurs, si vous lisez bien ce que plusieurs membres de la Fed ont déclaré cette semaine, ils parlent du problème de liquidité sur les marchés obligataires. Et ça, sans préjuger de ce qui pourrait se passer dans les semaines ou les mois qui viennent, c'est quand même des informations qui ne sont pas à laisser de côté. Ça veut dire que même si le combat premier, c'est l'inflation, l'idée, quand même, c'est de ne pas casser la stabilité financière en créant ou en n'aidant pas à fluidifier la liquidité sur les marchés obligataires secondaires, surtout quand on sait que les primaires, donc les émissions en 2023, vont être gigantesques. Oui, pour les États souverains. Pour les États souverains. Notamment, bien sûr, on pourra y revenir, mais effectivement, c'est toujours impressionnant à propos de liquidité. La petite anecdote du moment, c'est que sur le marché japonais des obligations souveraines, ça fait plusieurs jours qu'il y a aucun trade, qu'il n'y a aucun échange constaté ou quasiment aucun échange sur un marché de 17 trillions de dollars. Effectivement, aucune transaction constatée. Mais alors le marché japonais garde une caractéristique importante. Si vous vous souvenez, il y avait 18 000 milliards d'obligations dans le monde qui étaient à taux négatif. Il n'en reste plus que le montant du marché japonais qui est à taux négatif. Tous les autres sont repassés à taux positif. Alexandre, revenons peut-être sur l'inflation américaine, la réaction de marché. Ça a créé quand même un peu de volatilité. Et bon, on a vu d'ailleurs le marché action réagir tout de suite à la baisse. Et puis finalement, pour l'Europe, en tout cas, ça se termine un peu mieux. Oui, même la volatilité, elle n'a pas explosé. Sur les actions. Sur les actions, elle est restée collée à 33. C'est la zone à laquelle elle évolue depuis des jours. Le chiffre a fait un peu bouger le dollar aussi, mais c'est pas spectaculaire. Donc plus l'eurodoll s'est pas effondré complètement. On a rendu quelques gains. On a l'impression qu'effectivement le marché voit bien que les banques centrales sont prises dans les taux il faut lutter contre l'inflation, mais ne pas provoquer de risques systémiques comme ce qu'on a vu récemment au Royaume-Uni. Et comme le Royaume-Uni a bougé en premier, et là apparemment la Banque d'Angleterre pourrait aussi gagner son bras de fer contre la partie gouvernementale, on se dit qu'effectivement elles ont ce mandat de lutte contre l'inflation, mais elles sont pas prêtes effectivement à sacrifier le système. Parce que le coût de l'inflation, effectivement, elles ont dit à plusieurs reprises il faut taper vite et fort pour que le coût de l'inflation élevé ne soit pas porté trop longtemps. Mais si ce coût est inférieur à un coût systémique, ce qui sera évidemment le cas, on va quand même défendre le système. Et donc, selon moi, c'est ça aussi qui peut faire qu'on a purgé une grosse partie de ce qu'on devait voir. On a quand même l'impression que les marchés, et vous êtes bien placé pour le savoir, le marché obligataire, ils sont quand même bien devancé l'action de la Fed quand même. Le taux de 2 ans, il est monté tout à l'heure à 4,53, 54. Donc on est dans la zone où la Fed va amener le taux d'ici le mois de mars. Taux terminal est quasiment à 5 maintenant dans le pricing de marché. Oui, mais on était à 4 il y a encore un mois et demi. Donc on sait que les valeurs de croissance réagissent de manière assez linéaire. Immédiate. Oui, bien sûr. Donc ça sous-entend que sur la partie tech, on a vu le plus gros de la baisse. Et on peut le dire quand on a des valeurs à moins 80%. Ça, c'est pas tout le Nasdaq, mais certains y sont. On voit tous les actifs très risqués qui ont été complètement massacrés. Et puis après, il y a aussi des questions peut-être de rythme de marché, de respiration. On a l'impression que la Fed, là, veut aussi corriger les excès post-Covid. Et si on regarde finalement les indices actions, le Dow Jones, il est revenu sur le niveau pré-Covid. Le S&P, il est à 3% d'y être. Le Russell 2000, les small caps, ils sont même passés sous ces niveaux pré-Covid. Donc la respiration visant à corriger les excès de valorisation, on est dedans. Donc moi, il me semble que maintenant, si on passe encore en dessous, ça va être plutôt de la survente que de la vente à bon escient sur des... Donc on a un peu ce sentiment quand même que le gros du job a été fait et que l'inflation... Du coup, quelle pourrait être la recette des banques centrales pour s'assurer qu'il n'y ait pas non plus de décrochage des actifs financiers tout en luttant contre l'inflation? Peut-être véhiculer des messages qui iront dans le sens qu'une partie de l'inflation, ce que pourrait dire la BCE, vient toujours de problèmes logistiques, supply chain au niveau mondial. Ça c'est pas mal résorbé, mais il y en a encore. Et je crois que c'est Frédéric Ducrozet qui parlait de ça récemment, qui montrait qu'en gros, la moitié de l'inflation européenne était encore tirée par ces problématiques. Par les points d'offre, de capacité, d'approvisionnement. Donc ça, si les banques centrales disent, ça, on peut rien faire contre ça, on va lutter contre l'inflation sur laquelle on peut agir, c'est un moyen de figer en fait le sentiment de marché, les anticipations de marché, de bloquer du coup la baisse des marchés.
Et sachant que tout ce qui est emmagasiné comme hausse de taux, enfin, quand vous voyez des taux 30 ans US à plus de 7%, c'est castrateur comme taux. Donc, à un moment donné, tout ce qui a été mis en place, ça va produire ses effets dans les mois à venir. Donc, il me semble que le jeu dangereux, c'est effectivement pour la Fed de muscler encore sa rhétorique, alors que ce qu'elle a mis en place, normalement, est de nature sur la durée, à provoquer ce ralentissement des prix. Et il y a plein de facteurs en amont qu'on voit sur les prix de Chine ou autres qui montrent que ça va ralentir. Donc, il y a un plateau qu'il faut arriver à installer. Le danger serait d'aller un peu au-delà de ce plateau, je pense. Ce serait bien quand même si il y avait quelques chiffres d'inflation qui aidaient à soutenir cette stratégie que vous proposez. Hein. Les indicateurs avancés, on le voit, ça ne se traduit pas encore dans les chiffres d'inflation, mais regardez toutes les composantes de prix payés, ISM, PMI, soit services ou manufacturiers, ça retombe. Alors ça ne veut pas dire que les prix retombent, mais ça que la dynamique d'impulsion de prix est bien en train de ralentir, et ça dans tous les secteurs, même les services. Donc ça va forcément se voir au Q4 sur la partie CPI. On a l'impression qu'on n'est pas très loin d'avoir une marche-pied. Et l'erreur des banques centrales pourrait être dans ce créneau-là, où finalement on entend ce marche-pied qui n'est pas encore là, et d'avoir le message de trop, et où là, effectivement, on passerait sur un risque de liquidité plus affirmé. Et la secrétaire au Trésor, pas que la Fed, hein, l'ancienne présidente de la Fed, désormais secrétaire au Trésor, le dit. On constate voilà, la liquidité n'est pas top, quoi. Oui, on arrive à un moment où la balance des risques est un peu différente. Voilà. Notamment peut-être pour la réserve fédérale américaine et sans doute aussi pour la Banque d'Angleterre. Alors, sur la Fed, si vous voulez ajouter quelques mots, David, et puis on peut peut-être partir sur le cas britannique, qui est, voilà, je le dis depuis le début de la semaine, l'exemple à ne pas suivre, en tout cas, j'imagine. C'est le cas d'école. C'est le cas d'école à ne pas suivre. Et je sais qu'il vous intéresse beaucoup. Moi, ça me passionne, l'affaire britannique. Je trouve que c'est très riche d'enseignements. Deux mots sur la Fed. Ouais. Généralement, pour que le cycle de durcissement de politique monétaire se termine, finalement, ça se termine avec des taux de la Fed qui passent au-dessus du taux de l'inflation. Ouais. Alors, on ne sait pas où ça va se passer. On espère que ça ne va pas se passer à 6,5% et qu'il y aura effectivement un repli de l'inflation, une poursuite de la hausse des taux de la Fed et que tout ça va se normaliser. Effectivement, le dilemme, il est exactement là où, sur l'exemple britannique, c'est le rappel à l'ordre des marchés obligataires. C'est quand même la fameuse expression, hein, les bond vigilantes. C'est le marché obligataire qui, au bout d'un moment, dit non, on veut bien acheter beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'on ne peut pas financer. Voilà. Et donc ça, c'est effectivement le rappel à l'ordre qui va servir de force de rappel aux banques centrales, de dire non, les banques centrales ne vont pas pouvoir faire du 100 points de base à chaque meeting, parce qu'au bout d'un moment, il y a la question de la soutenabilité de la dette qui apparaît. Et donc, ça va certainement ralentir la lutte contre l'inflation, parce que la lutte contre l'inflation ne va pas pouvoir être aussi rapide et aussi forte que les banques centrales le voudraient, parce qu'elles sentent bien que si elles vont trop loin, elles risquent de créer des problèmes systémiques. Et là, le rappel donc, des fonds de pension britanniques qui ont juste rappelé le Trésor en expliquant que là, ils ne pouvaient plus faire face à leurs appels de marge et que s'il ne se passait pas quelque chose très vite sur les taux d'intérêt, ils ne seraient plus en capacité de faire face à leurs obligations, c'est quand même extrêmement fort. Donc, effectivement, là, il y a le rappel à l'ordre, il est très clair. S'il n'y a pas un mouvement, s'il n'y a pas un recul du gouvernement, on voit bien que la Banque centrale ne va pas pouvoir contenir tout ça. En fait, et rien de pire en plus que de donner des dates. On a quand même de dire, voilà, on soutiendra le marché jusqu'à vendredi 17h30. Ouais. Mais les marchés et les hedge funds... Il a réengagé sa crédibilité là-dessus avant-hier, le gouverneur. Hein. Il a réengagé sa crédibilité là-dessus. Hein. Oui. Mais donc, soit ils se parlent rapidement avec le gouvernement et ils se mettent d'accord, ils arrêtent de se mettre en mode conflictuel, et il y a probablement certainement une issue à trouver, etc. Soit il faut qu'il y ait, s'il n'y a pas le fameux soutien inconditionnel, de dire, voilà, c'est pas jusqu'à vendredi 17h, c'est tant qu'il le faudra. Ouais. Mais est-ce que la Banque centrale est prête à faire ça ? C'est pas du tout évident. Hein. Vu le niveau de confrontation que chacun a accepté jusqu'à présent, que ce soit la Banque d'Angleterre et le gouvernement de Liz Truss, comment on se parle ? Parce que je crois, j'ai jamais vu dans un pays développé du G7, un bras de fer
aussi tendu entre un gouvernement et une banque centrale. Mais ça devient même presque personnel entre le chancelier de l'Échiquier, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, le chancelier indiquant que s'il y a des problèmes au lendemain du 14 octobre, ce sera la faute du gouverneur de sa banque centrale, de la Banque d'Angleterre. C'est quand même... mais non, mais oui, voilà, on en plaisante entre nous. Mais on en plaisantait en disant que c'est des situations qu'on retrouve dans des pays émergents, d'habitude. Exactement, on en plaisantait en disant que ce genre de dialogue, c'était généralement le dialogue qu'il y avait entre Erdogan et sa banque centrale. Ouais. On en est là. Ouais. Donc, effectivement, c'est pas du tout au niveau et à la hauteur d'une économie comme l'économie anglaise. Bon, maintenant, je pense qu'il y aura quand même un principe de réalité. Voilà, parce que les fonds de pension, ça touche tout le monde. Hein, donc, c'est la retraite des Britanniques, c'est la retraite bien sûr. De tous les Britanniques, de l'ensemble des Britanniques. Donc, je ne pense pas que ni le gouvernement ni la Banque centrale auront envie de voir ça arriver. Donc, la question étant de savoir quel est celui qui a le moins envie de voir la situation déraper. Ouais. Non, mais c'est un sujet, en tous les cas, qui est riche d'enseignements pour l'avenir, et surtout pour la zone euro. Et d'ailleurs, on voit bien que la zone euro, avec le mécanisme pour lutter contre la fragmentation du marché, on est quand même en train de parler d'emprunts au niveau de la zone euro, donc d'emprunts mutuels, collectifs. C'est finalement la meilleure des solutions. Exactement. En fait, sinon, les marchés agissent toujours de la même manière. Hein. On peut se reporter à la crise des devises asiatiques, etc. Les marchés, ils attaquent un par un. Hein, donc, on peut se faire toute la série. On commence par le UK, demain c'est l'Italie, après c'est l'Espagne. Voilà, donc... on peut discuter toute la journée de mais ici c'est différent, les problèmes ne sont pas les mêmes. La punition, elle reste la même. C'est exactement la même. Donc, quand il y a trop de déficits à financer, que les taux sont trop hauts et qu'on n'arrive pas à rembourser, que le marché juge qu'il y a un problème de soutenabilité de la dette, la sanction, elle est quasi immédiate. Olivier, quand Andrew Bailey dit donc avant-hier au fonds de pension « Get this done », de quoi il parle ? Non, mais ça fait 10 jours que le programme, 2 semaines quasiment que le programme court, et 3 jours avant la deadline, il réaffirme la deadline. Get this done. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le Get this done, il répondait aux rumeurs qui venaient des marchés asiatiques, comme quoi il pourrait prolonger ce vendredi 17h. Bien sûr. Donc il répondait à ça. Donc en fait, manifestement, il a voulu dire non, mais je vous rappelle qu'on a refait cette émission hier, on disait que Liz Truss était droite dans ses bottes et ne reculerait sur rien. Là, il semblerait qu'elle est en train de faire un demi-tour. Donc, je pense qu'on ne comprend pas trop les tenants et les aboutissants. C'est un jeu qui paraît extrêmement dangereux, mais je reconnais tout à fait que c'est quand même un avertissement pour la zone euro, pour l'instant sans frais, pour l'instant sans dégâts, mais enfin sans dégâts oui et non, parce que la volatilité était déjà là, et le jour où la volatilité est rentrée sur le marché des guildes, ça a contaminé tout le monde. Hein, donc il y a quand même quelque chose. Il y a eu des effets de contagion. Il y a des effets de contagion, mais je pense que ça veut bien dire qu'il faut se tenir prêt à, si comme le disait David, domino après domino, les marchés testent les différents programmes. C'est sûr qu'il vaut mieux avoir un programme sans limite, sans date de fin et sans trop d'explications sur ce qu'on achète et ce qu'on vend, plutôt que dire exactement ce qu'on va faire. Hein. Là, une semaine avant, ils étaient en train de préparer le QT. Hein. Enfin, je veux dire, il faut quand même que le programme soit cadré dans le temps, parce que l'objectif, ça reste aussi la lutte contre l'inflation. C'est assez incompréhensible. C'est assez incompréhensible. Je rappelle toujours qu'on dit qu'entre la bêtise et Machiavel, il faut généralement privilégier la première. Là, je pense qu'on est dans ce cas-là. Hein. Ouais. Et la situation de la zone euro, alors c'est intéressant, parce qu'en relatif, évidemment, on se compare britannique et on se trouve mieux, mais dans l'absolu, c'est une situation qui peut dériver à ce point-là, parce que David le rappelait, la BCE, et elle a été visionnaire de ce point de vue-là. Dès juillet, elle annonce et elle met en place un programme qui doit permettre de gérer un risque pour la stabilité financière en Europe. L'idée de la mutualisation de nouvelles dettes, là aussi, rien n'est confirmé, personne ne veut l'assumer aujourd'hui officiellement, mais on sait bien que c'est quand même une arme nucléaire budgétaire qui doit normalement calmer tout le monde à un moment. Oui, alors on revient sur l'erreur initiale dont on avait parlé déjà il y a plus d'1 an. C'était une erreur de ne pas commencer la hausse des taux avant d'arrêter le QI. Le QI. Ouais. On est en plein dedans. On est en plein dans cette erreur de dire il y a 2 problèmes différents. Il y a la liquidité, la forme de la courbe d'une part, et le niveau des taux qui combat l'inflation d'autre part. Donc on est dans le cas d'école de cette erreur qui a été faite par la plupart des banques centrales.
Après, on commence à être sur des niveaux de taux en zone euro qui commencent à être un peu inquiétants de mon point de vue. On s'approche des 2,5 en Allemagne, des 3 en France, des 3,5 en Espagne, des 5 en Italie. On aura du mal à supporter 50 ou 100 BP de points de base de plus avec le programme d'émissions qu'on a l'année prochaine dans l'ensemble de la zone euro, qu'elle soit mutualisée ou pas. Le taux moyen en Europe, il doit être à 3,20 aujourd'hui. S'il était à 4,20, c'est pas la même histoire, notamment pour... L'intérêt mutualisé serait déjà moins intéressant, moins intéressant. Donc, pour moi, on est assez proche des niveaux de souffrance extrême et... peut-être pas parler de crise systémique, mais de niveau où là, ça commencerait à paniquer dans les banques centrales. Je pense qu'on a utilisé cette phrase régulièrement depuis quelques semaines. Les marchés arrêtent de paniquer quand les banques centrales paniquent. Là, on n'en est pas là. Non. Mais c'est vrai qu'on est proche de niveaux qui, moins, commencent à m'inquiéter. C'est les niveaux absolus par rapport aux rentrées fiscales d'une part et aux émissions budgétaires d'autre part. Ouais. Donc les émissions nettes, elles sont évaluées à 400 milliards l'an prochain, chiffre qui a été communiqué par Bank of America. Mais j'ai envie de dire, c'est que le début. Sans doute qu'on terminera avec plus de 400 milliards d'émissions en 2023. 2024 non plus, ça va continuer dans les années qui viennent. Donc on est quand même sur un moment où on a l'exemple anglais, il faut quand même faire attention. Et c'est pour ça que je pense que la stratégie de la BCE, c'est de monter le plus vite, le plus tôt, parce qu'elle sait qu'à un moment on lui dira faut arrêter, parce que se mettre en danger l'équilibre des budgets souverains. Vous disiez, Alexandre, que la Banque d'Angleterre était peut-être en passe de remporter son bras de fer face au gouvernement de Liz Truss. Rumeur de presse britannique indiquant que il y aurait plutôt, ça lâcherait plutôt du côté du gouvernement que de la Banque d'Angleterre. Ce qui semble assez logique. Ils peuvent y arriver aussi sans se renier. Ils peuvent dire il y a des mesures qu'on reporte, par exemple, ou on change certaines mesures. On a vu des bruits indiquant que il y aurait même peut-être des augmentations d'impôts pour les sociétés. Du coup, de quoi financer un peu ces mesures-là. Donc on donnerait peut-être un peu plus d'un côté, puis on rencontre un peu les impôts. La com à ce stade, finalement, dans un an, c'est probablement beaucoup mieux. Donc à ce stade, c'est la com qui compte. Le gouvernement peut s'en tirer de la com aussi. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce qui s'est passé effectivement sur le marché britannique, c'est vrai qu'on regardait jusqu'à présent beaucoup la partie Fed par la partie pivot. Et on s'est rendu compte que ce qui se passait au niveau du Royaume-Uni influençait tous les autres marchés. Et ça, je trouve ça pas mal parce que ça veut aussi dire que la Fed n'apporte pas du coup toute cette responsabilité d'assurer la stabilité du marché obligataire mondial. Et on voit que Christine Lagarde a indiqué qu'il fallait effectivement une coordination entre les banques centrales. Et ce message a été relayé aujourd'hui par le FMI. De quoi elle parle ? Qu'est-ce que ça veut dire coordination entre banques centrales? Ça peut venir, par exemple, du fait que un des problèmes qu'a eu le Japon, c'est que le dollar monte très très vite, nécessitant une intervention de la part de la Banque du Japon. Donc, par exemple, les États-Unis, même si ça les arrange d'avoir un dollar fort parce que ça limite effectivement l'inflation importée, pourraient à un moment donné commencer à communiquer un peu là-dessus pour alléger le fardeau interventionniste des autres banques centrales et dire par une communication, encore une fois, pas par un pivot. On va arrêter de monter nos... Non. Mais alors, dire que le dollar fort peut devenir en voie contraire pour les exportations américaines, même si on n'y croit pas une seule seconde, mais le dire au marché pour montrer qu'on envoie un message aux banques centrales. Encore une fois, la com, Draghi bien placé pour le savoir, ça a des effets monstres sur le marché quand vous envoyez un message là vous touchez finalement ce qui déploie le marché. Moi je vois que des stratégies de cavalier seul. J'ai pas l'impression de voir quelle. Alors évidemment, tout le monde monte ses taux en même temps. Donc on se dit tiens, mais j'ai pas l'impression que. Oui, mais est-ce que ce serait dans l'intérêt des États-Unis, par exemple, au moment où il y a en plus ce contexte géopolitique qui est particulièrement tendu, d'avoir des zones qui s'affaissent complètement. Le Royaume-Uni, qui est un vrai allié dans la lutte contre la guerre en Ukraine, de voir le Royaume-Uni sombrer dans une crise politique, financière, d'avoir l'Europe qui embraye la avec des spreads qui s'écartent complètement. Je suis pas convaincu que d'un point de vue stratégie, même géopolitique, ce soit le bon timing pour le faire. Est-ce que les deux vont pas se rejoindre à un moment donné, même si les politiques monétaires sont indépendantes ou autres? On a quand même l'impression effectivement qu'on arrive au bord de quelque chose qui devient un peu... S'ils ont peur que l'Europe s'effondre, ils ont qu'à nous vendre leur LNG un peu moins cher, dirait Bruno Le Maire. Non mais je veux dire... Par exemple. Mais on va regarder aujourd'hui, on voit par exemple que c'est des choses très disparates tout ça. On voit que la Chine va moins importer de gaz naturel, va même baisser ses importations de gaz naturel liquéfié. Probablement parce que leur économie ralentit ou autre. C'est aussi un moyen finalement d'alléger un peu le fardeau peut-être sur l'Europe, de faire du coup un peu baisser les prix de marché. Est-ce que c'est pas des négos qu'on a en off avec la Chine sur donne-nous un coup de pouce là-dessus et puis je t'autoriserai je sais pas quoi les semi-conducteurs dont tu as besoin à un moment donné. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de sujets commerciaux, monétaires qui vont un peu se télescoper aussi, puis géopolitiques. Peut-être qu'on n'est pas que sur de l'aspect purement banque centrale à ce stade. Si on parle d'investissement, peut-être David, vous, si vous avez des commentaires, mais là, on gagne plus de 1% finalement en clôture ce soir en Europe. Non mais on est proche de revenir sur les points bas à chaque fois, on refait des points bas mais vraiment au point près, mais derrière
on sent bien que le marché n'a pas envie de lancer tout de suite une nouvelle vague de baisse en dessous des points bas qu'on a déjà marqués cette année. Et je pense que vous avez ici le point qui est le plus important. La question aujourd'hui, c'est pas de savoir s'il y aura une récession, c'est pas de savoir si les taux vont monter ou quoi que ce soit. Là-dessus, je pense que le débat, il est assez clairement joué. En revanche, la vraie question, c'est qu'est-ce qui est intégré dans les cours d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on a intégré ? Et on peut prendre classe d'actifs par classe d'actifs, hein, mais si on prend les marchés actions, on peut se servir du passé comme guide, toujours une petite estimation, mais en moyenne, quand il y a une récession, les marchés, le drawdown des marchés, entre le point haut et le point bas, en moyenne, on est autour de moins 35, moins 37% aux États-Unis. Mais il y a une dispersion qui est assez forte. Et vous avez les points extrêmes, donc le maximum c'était en 2008, moins 55. Donc ça veut dire que quand on est aujourd'hui à moins 25, on a déjà intégré pas mal de choses. Ouais. Si on le regarde d'un point de vue un peu plus micro, en disant, tiens, on va regarder les bénéfices des entreprises, on va regarder un petit peu les estimés. On entend beaucoup de stratégistes qui disent, oui, les analystes n'ont pas révisé à la baisse les résultats. En fait, c'est faux. En agrégé, oui, le marché attend encore au troisième trimestre 4% de croissance sur un an, donc Q3 par rapport au Q3 de l'année dernière, plus 4% en général. Mais quand on découpe sur les 11 secteurs dans lesquels on a l'habitude de découper les marchés, il y a un secteur qui monte, c'est l'énergie, et puis tout le reste a déjà été révisé à la baisse. Donc, voilà, je crois que le chiffre est à moins 2, hors énergie. C'est ça, c'est un chiffre négatif. On a déjà tout ça. Et non seulement on a des bénéfices qui commencent à être revus à la baisse, mais en plus, les valos globales, le PE, le multiple, il s'est sensiblement dégonflé. On était à 22 l'année dernière, on est à 15 sur le marché américain. Ouais. En Europe, on était à 15-16, on est moins à 10. On m'a dit moins 10 cette semaine même. Donc, ça laisse de la marge. Normalement, ça donne un peu de sécurité pour encaisser une baisse des bénéfices de quoi 5-10% peut-être éventuellement s'il faut pour 2023. On peut faire les calculs sur le coin de la table, mais en gros c'est ça. Si on se dit qu'on ne va pas revenir à 22, parce que 22 tout le monde disait c'est tendu, etc. Revenons à 18. Bon, de 15 à 18, c'est déjà pas mal comme baisse en pourcentage. Donc non, on ne peut pas dire que les marchés, on ne peut pas dire qu'il y a des excès en ce moment. Il n'y a pas de bulle spéculative en ce moment qui n'ait pas déjà été pointée du doigt et qui ne soit pas déjà en train d'être dégonflée. Les GAFA, on sait où ils sont maintenant. Tout ce qui avait beaucoup monté a quand même été très sévèrement attaqué. Après, vous regardez le sentiment, c'est la bérésina. Il n'y a pas une seule personne optimiste. Mais une fois qu'on a dit ça, David, pourquoi personne n'y va ? Vous dites l'indicateur de sentiment, il est au plus bas. Normalement, c'est contrariant. Oui. Les valos appellent normalement des décisions d'investissement. Grégoire, ça explique déjà pourquoi on ne va pas plus bas. C'est qu'il y a déjà énormément de gens qui sont négatifs. Vous m'avez demandé au début pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus bas. Oui. Alors maintenant, après en revanche, je pense qu'il ne faudrait pas grand-chose pour qu'on ait un rebond assez significatif. Il faudrait qu'on ait un peu, peut-être de visibilité de la part du discours des entreprises. Je ne sais pas si elles s'aventureront dès ce trimestre-là pour dire que finalement tout va bien. Donc on n'attend pas grand-chose. Sur les chiffres de l'inflation, on sait que ce sont des chiffres qui ont beaucoup d'inertie, notamment avec la fameuse composante immobilier qui est révisée par 12e chaque mois. Donc, on sait qu'il faut, avant que ça se voie, il faut qu'il y ait au moins 6 mois qui passent pour qu'on ait un impact fort là-dessus. On peut le calculer, on va se retrouver quelque part entre début d'année 2023 et mars. Par là que ça se passe. Et le sujet, c'est est-ce que le marché va anticiper un peu ou pas. Donc, où est-ce qu'on veut être comme Saint-Thomas désormais, devoir, etc. Mais globalement, on n'est plus du tout sur le sujet de vendre. On n'est plus un an en arrière, quoi. Voilà, c'est quand est-ce qu'on rachète. Je crois que c'est le prochain moment, il est là. Je pense que si on en parle généralement, tout le monde est un peu dans cette optique-là. À quel moment on commence à faire la chasse aux bonnes affaires ? Probablement encore un petit peu tôt, mais en tous les cas, c'est plus le moment d'appuyer sur le marché.
Que dit l'analyse technique là par rapport à ça, Déjà, Alexandre? pour revenir sur les multiples, hein, il y a des multiples, les multiples forward, donc les forward PE, donc les PE à venir. Si on prend les small cap, on est sur des niveaux de multiples des années 90. Donc là, pour le coup, déjà, on disait tout à l'heure, c'est un indice qui est tombé. Vous prenez sur les grosses trendlines, sur tous les creux post-rallye des subprimes, on revient au contact d'une trendline, donc on revient au centre du terrain finalement, avec des multiples qui sont plus bas de 30 ans. Effectivement, ça laisse de la place pour des mauvaises surprises sur les publications. Après, le risque qu'on a, quand on est sur des niveaux vraiment très propres, là, sur les small caps, c'est très très propre. On est pile sur des niveaux très très denses. Idem pour le CAC d'ailleurs. Le CAC hors dividende, il y a toute une densité de niveaux techniques entre 5006 et 5008. C'est ce qu'on travaille depuis quelques jours, quelques semaines même. Donc typiquement sur le truc, il suffit qu'il y ait une mauvaise nouvelle, vous passez au travers. Mais ce que je disais tout à l'heure, ça ressemble plus à de la survente, de l'excès de ça tient pas. Voilà. Oui, Je pense que beaucoup ne chercheront pas. Il n'y a pas de relais derrière, il n'y a pas de relais à la baisse supplémentaire. Voilà, exactement. Il n'y aura pas de moulin, je trouve, d'eau dans le moulin des vendeurs à découvert à ce moment-là. Et ça peut être la chasse aux bonnes affaires si on passait en dessous. Et il n'y a même pas certain qu'on capitule. Moi, je verrais bien, dans la logique de ce qu'on disait par rapport aux taux, qu'on pourrait commencer à installer les taux sur un régime de plateau, pas tant le pivot de la Fed, mais installer les taux dans un régime de plateau. Ça veut donc dire un régime de creux un peu large sur les indices, où on peut avoir effectivement des shoots de 7-8%, et puis on retrace, et puis on reprend 7-8%, et où finalement le marché consolide, bâtit son support, et après, détente géopolitique, inflation qui reflue plus fortement l'année prochaine, et puis on repart. Mais j'ai l'impression que la fin du marché ressemblera à ça. Un V-bottom, il n'y a pas lieu de considérer ça. Même s'il y avait un pivot géopolitique, certains pensent que ça peut peut-être arriver avant le pivot des banques centrales, bon, ça faut voir, mais s'il y avait ou les deux après le même moment, je ne pense pas qu'on puisse repartir tout de suite, parce qu'effectivement, l'inflation est sticky, quoi, c'est collant, et on ne voit pas comment elle va retomber tout de suite. Donc, plutôt espérer un espèce d'atterrissage, mais du coup, on a quand même fait le plus gros de la baisse, et moi, je pense que si on regarde les niveaux techniques purs, on parlait du S&P tout à l'heure, si on gonfle le truc, c'est 5 à 10% max de baisse de plus, ça me semble déjà. Donc c'est pas non plus délirant, quoi, qu'on a déjà pris 30 ou 35 et selon des indices même plus de 40. Il me semble qu'on a ce risque-là d'un point de vue technique en tout cas de 5% de plus. Olivier, normalement, encore une fois, en reprenant les indicateurs de valo, de sentiment, normalement, c'est décision d'investissement. Oui, normalement, on arrive dans les zones où il faut commencer à déployer du capital si on n'était pas investi. Le problème, c'est que tout le monde était investi. Le TINA des 3 dernières années a fait que les taux d'investissement en actions sont assez élevés. Et il y a une grosse différence entre le moral des investisseurs qui est très faible et leur taux d'investissement réel qui est plutôt élevé. Et en gros, si vous prenez pour 100 € qui a été souscrit dans les actions mondiales depuis le gros rallye, il y en a, mettons, une vingtaine, et je pense que j'exagère, qui sont sortis. Donc il y a eu assez peu de sorties. Après, la valo, particulièrement en Europe, elle commence à se regarder, c'est indéniable. Quand on est à 11 fois et demi forward 12 mois, même si on se trompe du jour, 2 semaines ou de mois d'entrée, normalement... Sur 2 ans, on ne fait pas d'erreurs magistrales. Et je souscris tout à fait à ce que David a dit. Les bénéfices, ils ont été révisés. Il ne faut pas croire que les analystes, ils sont dans leur sous-sol et qu'ils font une valo par an. Merci pour eux. Merci. Non, mais si, merci pour eux. Ils travaillent. Donc, et puis, on va vous citer souvent des choses qui sont un peu différentes. Par exemple, effectivement, Philippe, ça fait un profit warning. Mais c'est combien la capi de Philippe ? Je sais pas, c'est 13 milliards. Oui. Le VMH, c'est 300 milliards. C'est le VMH qui compte. C'est Total qui compte. C'est Sanofi qui compte. C'est les banques françaises qui comptent dans le CAC. C'est pas les capis qui sont des grosses mid-cap. Désolé pour Philippe, mais 13 milliards d'euros, c'est une grosse mid-cap. Donc, c'est quand même ça qui compte. Et moi, je vois en Europe des publications secteurs, que ce soit sur l'énergie, sur les banques ou sur le luxe, qui vont être bonnes et en croissance par rapport à l'année dernière. Et on retrouve notamment aux États-Unis des niveaux d'indices, Alexandre le citait tout à l'heure, qui sont proches de ce qu'on était en 2019. Sauf que par rapport à 2019, les BPA, ils ont cru. On a rattrapé 2020. Heureusement, on est au-dessus. Donc il y a un moment donné où ce sera intéressant. La difficulté, c'est d'anticiper le type de récession qu'on va avoir. Soit c'est une récession légère, sans crise systémique. Le tarif, c'est plutôt moins 25, on est dedans. Soit vous avez une crise systémique qui peut venir de l'obligataire, par exemple. Ça, c'est malheureusement... C'est ça, récession économique plus crise financière. Plus crise financière. Je vois pas d'autres crises systémiques, puisque les bilans des acteurs privés sont bons. Les personnes privées sont peu endettées et ont un taux d'épargne supérieur à la moyenne des 20 dernières années. Les entreprises... on trouvera toujours une banque ou une entreprise qui est trop endettée, mais globalement, c'est assez raisonnable. Et maillon toujours contaminant des crises financières, les banques commerciales sont en pleine forme, presque en trop bonne forme, particulièrement en Europe. Donc, au niveau des résultats, on
commence à entendre des taxes sur les super profits sur les banques. Ça ne ressemble pas à une récession dramatique avec des taux de chômage qui explosent et autres. Donc, si on est dans le cadre d'une récession technique, on parle de moins 0,4, moins 0,7 en Allemagne l'année prochaine. Voilà, on a fait quand même une grande partie du mouvement. Et les banques, du coup, il faut y revenir là ? Vous étiez, alors, au moment de la guerre, il fallait en sortir, c'est ce que vous nous disiez, Olivier. Est-ce que là, avec Alors, on s'était vu le début septembre, on avait dit il faut y revenir. Alors, depuis début septembre, le marché a fait moins 7, les banques moins 2. Bon, on a perdu un peu d'argent, mais en relatif, c'est acceptable. Et je pense vraiment qu'il faut regarder le secteur bancaire européen commercial, qui, notamment pour les meilleurs acteurs, dont certains français, ont des bilans solides, des RWA qui ont vraiment baissé, des ratios de capitalisation qui sont au plus haut, des taux de liquidité. Et là encore, quand on reparle de crise systémique, les crises systémiques bancaires, elles viennent toujours d'un problème de liquidité. Oui. Et là, il n'y a aucun problème de liquidité. On peut parler de... Merci la réglementation. Merci la réglementation, merci BAL 2, 3, 4, 5. Voilà, donc il n'y a pas de sujet de ce côté-là. Donc moi, je pense que c'est un secteur à regarder de près. Et je pense que c'est un secteur qui, en 2022, voire même en 2023, sera accrétif pour les résultats des indices en Europe. Oui, ça donne l'idée quand même d'un cycle d'investissement qui pourrait être très différent de ce qu'on a connu. Oui, mais avec des vraies opportunités. Moi, j'ai l'impression que c'est les secteurs, l'immobilier, par exemple, coté en Europe. C'est quoi, moins 40 là 70% de baisse. Ah oui, 70%. J'ai l'impression que ils ont tout intégré quasiment ce qui va arriver, c'est un marché immobilier qui va se tasser, replier ou autre. C'est des niveaux de 2011. Donc il n'y a pas besoin d'attendre d'être en récession. Moi, j'entends beaucoup, oui, mais les marchés marquent leur point bas quand on est en récession. Il faut qu'on y soit. Si tout le monde pense la même chose. Je comprends. Non, mais bien sûr, l'histoire n'est pas forcément la même à chaque fois. Je short encore l'immobilier côté européen. Le risque de se faire squeezer est absolument gigantesque. Et puis la fenêtre d'entrée, c'est effectivement qu'on ne soit pas un mois après ou 2 mois après, ça c'est effectivement, on ne peut pas lire à l'avenir à très court terme, mais c'est des niveaux d'entrée à moyen terme qui sont forcément opportuns. Donc ce genre de secteurs-là qui sont pas ratés. Même la partie, vous avez la tech, je trouve la tech européenne par exemple, qui est déjà moins chère que la tech américaine, les taux sont passés par là. Enfin, il y a déjà des secteurs qui commencent à devenir attrayants dès maintenant. Là. David, alors sur la partie action, est-ce qu'il y a des choix ou sectoriels ou de style à faire ? Effectivement, quand on parle des banques, de l'immobilier, c'est pas du tout ce qu'on mettait en avant dans les portefeuilles depuis 10 ans, en tout cas sur le cycle précédent. Est-ce que vous êtes prêts, vous aussi, à balayer totalement les convictions qu'il fallait avoir pendant 10 ans pour remettre des stratégies différentes en place de ce point de vue-là ? Je pense que les portefeuilles les plus équilibrés seront les meilleurs, parce que le côté croissance se fait heurter par la remontée des taux d'intérêt. Donc ça, ça a été démontré, on l'a déjà vécu. Est-ce que c'est la fin ou non ? Moi, j'entends des gens qui me disent si on est en récession, la croissance va devenir rare, donc revenons sur les valeurs de croissance. Bon, peut-être, mais ça demande à voir, à être confirmé. Et puis, j'ai envie de dire que le gros cycle, le méga cycle de surperformance des valeurs de croissance, il n'a pas été vraiment corrigé. Donc, on reste quand même avec des valeurs de croissance qui, par rapport aux valeurs décotées, sont encore plutôt bien valorisées malgré la baisse qu'on a eue. Donc, après, se mettre du côté valeurs décotées, donc le style value complètement compliqué aussi, parce que ça exige une certaine cyclicité, ça exige un certain dynamisme économique qu'on ne voit pas encore. Donc là, je pense qu'on est vraiment dans la phase de marché où il faut être vraiment dans un style qu'on appelle blend dans le jargon, c'est-à-dire vraiment un peu neutralisé. On n'a plus de biais valeur de croissance, on n'a pas encore de biais value pur, et on reste sur ça. C'est ça qui va être des positions qui vont être finalement faciles à tenir. C'est des portefeuilles bien équilibrés et sans trop de biais, de style. Oui, je comprends. Avant les actions, est-ce que le crédit est déjà redevenu beaucoup plus intéressant aujourd'hui ? Ah oui, alors là, c'est vraiment le... Non, mais c'est le cri du cœur. Oui, mais si. En fait, on devrait commencer avec ça. Il faut que on aurait dû commencer avec ça. Oui. Mais Smart Crédit, je vais rebaptiser l'émission. Non, mais on regardait avec un de mes collègues... mais c'est des marchés tellement plus gros, en fait. Tout à l'heure, on regardait Forestia 2025... On a dépassé les 7,5% de rendement. D'accord.
C'est du bon high yield, Forestia? J'ai pas la notation en tête, c'est ça, mais c'est le haut du high yield. C'est ça, c'est exactement. C'est du haut rendement de qualité. Voilà, exactement. Et voilà, et nous on a regardé sur les portefeuilles qu'on a, on aime bien les échéances courtes, hein, donc sur échéance 2024 par là, il y a des taux de rendement qui sont 6,5, 7%. Alors on a une courbe du crédit qui est assez plate, hein. Ça veut dire que c'est pas la peine d'aller prendre chercher du 2028, 2029, etc. On a quasiment le même rendement sur du 2024. Donc voilà, quoi. On a de la visibilité, on sait que les boîtes ont du cash pour rembourser. Il n'y a pas de question de mur de la dette comme on en avait en 2008, où là il y avait vraiment un mur à rembourser en 2009. Donc là, c'est vraiment pour nous la classe d'actifs, le sweet spot. En fait, hein, voilà, exactement, c'est ça. L'opportunité d'investissement avec de la visibilité, elle est là. Je vous vois acquiescer, évidemment. Je confirme, nous, on est passé très optimiste sur le crédit dès début juillet. Et finalement, avec le portage et les taux que David citait à l'instant, on est flat, voire même légèrement positif. Hein, si on a acheté du 7 de coupon début juillet, malgré la hausse des taux et malgré l'écartement des spreads, on est en total return positif. Et puis, si on se rappelle 2008-2009, le marché du crédit corporate, il s'est stabilisé en novembre 2008. D'accord. Marché action attendu mars 2009 pour rebondir. Ouais. C'est une d'espoir. Non, évidemment. C'est la classe d'actifs à suivre. Je ne répète pas, mais ça rime. Hein. La classe d'actifs à suivre, la classe d'actifs crédit. Merci à vous trois. Oui, Alexandre, 5 secondes. Géographiquement aussi, peut-être que la Chine ou les émergents, si on constate que les taux US ont fait beaucoup de chemin le dollar aussi, on peut commencer à leur nier un petit peu. Il faut des signaux quand même, il faut déjà un petit rebond de 7-8% sur les émergents, mais si on commence à voir ça, quand des taux qui plafonnent un peu, un dollar qui reflue, ça peut être le début de... C'est le trade 2023 de Bank of America. Achetez l'humiliation des émergents de 2022 et vendez l'hubris américain pour 2023. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Alexandre Bardès, chef analyste chez IG, David Calfon, président de Sanso IS, et Olivier de Béranger, directeur général délégué et directeur de la gestion de la financière de l'Échiquier. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du stock picking avec un sélectionneur de valeurs boursières, Sébastien Lemonnier, qui est à mes côtés en plateau, gérant Action Européenne chez Innocap Gestion. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. On discute de stock picking avec vous depuis des années. C'est un super marché de stock picker. Qu'est-ce qu'il y a de super dans ce marché pour un stock picker aujourd'hui, Sébastien? Et puis, j'aimerais bien que vous nous donniez un peu aussi votre définition du stock picking, ou en tout cas du stock picking qui fonctionne dans le marché actuel. En fait, oui, c'est un marché de stock picking depuis 3-4 ans. Il suffit de le revoir. Les performances entre les gérants, si on regarde sur 2, 3, 4 ans, elles sont quand même assez disparates. Nous, on a une approche du stock picking comme plein d'autres acteurs. Je pense qu'un gérant, il a toujours des convictions à long terme. On en a. Il y a des gérants value qui ont des convictions value à long terme. Ils ont souvent raison. Il y a des gérants croissance qui ont des convictions long terme ou moyen terme. Ils ont aussi souvent raison. Mais le sujet aujourd'hui, et je pense d'un marché qui est de plus en plus drivé par des ETF, des ordinateurs, des options. Ça n'a jamais été aussi dingue depuis 3 ans. Finalement, la conviction de long terme, il faut surtout avoir la bonne conviction au bon moment. Et c'est pour ça que nous, quand on regarde des sociétés, on passe notre temps sur le terrain. C'est plus de 1000 contacts par an. Moi, j'en fais à peu près 400, 500 tous les ans en moyenne. L'idée, c'est d'avoir des convictions à long terme, mais de les sortir au bon moment. Et on le voit depuis finalement la crise du Covid, mais même avant 2019, quand les PMI accéléraient, il faut être pragmatique, il faut être réactif, c'est la gestion active. Et nous, on essaye de pas forcément faire du buy and hold. On est amoureux de rien, on n'est pas amoureux de nos convictions de long terme, même si on en a beaucoup. On essaye de les avoir au bon moment. Donc on a une gestion qui est très active. On n'hésite pas à couper. Quand un titre prend 10, 15, 20%, c'est pas la vraie vie. Quand un titre baisse, parfois il y a des excès. On essaye d'être pragmatique et on prend beaucoup de recul. On n'estime pas être plus intelligent que les autres. Je pense qu'il y a plein de bons savants sur les marchés financiers. En revanche, on est au contact des sociétés et on s'adapte. En fait, ce qui a changé, c'est la vitesse du marché. Certains disent que le marché est encore plus efficient avec cette vitesse. On ne va pas ouvrir ce débat. Mais c'est vrai qu'une conviction, finalement, elle peut mettre quelques jours, quelques heures ou quelques semaines à prendre réalité, prendre corps dans le marché. Là où avant, il fallait attendre peut-être des mois, des trimestres. Et quand vous dites buy and hold, il fallait porter longtemps les positions avant de pouvoir atteindre ces objectifs, que la valeur réelle, en tout cas celle qu'on percevait, se reflète vraiment dans le prix de marché. Aujourd'hui, ça peut aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, l'information, elle se diffuse beaucoup plus vite partout.
et elle se diffuse avec aussi beaucoup plus d'excès, à la hausse comme à la baisse. Il suffit de voir les positionnements aujourd'hui. Tout le monde est négatif. On n'entend que le mot récession. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on n'entendait que la croissance. Il y a toujours, et ça fait partie du marché, c'est pas nouveau. Sauf que c'est vrai que ça change plus vite d'un coup de l'autre. Et c'est pour ça que nous, on pense, ce qui est clé, c'est les positionnements des sociétés, les convictions de long terme, ce que j'ai dit, l'information du terrain, parce que l'inflexion, elle vient pas des banques centrales, elle vient du terrain. Nous, on avait par exemple l'année dernière assez identifié par des retours de sociétés que l'inflation, elle n'était pas temporaire, elle était sans doute plus structurelle. Et aujourd'hui, on a la conviction que c'est pas que à cause des prix d'énergie. Il y a quand même des facteurs de pénurie, d'employés, etc., qui sont à droite à gauche. Mais ça, c'est des informations du terrain. Ça, il fallait c'est ce qui est la le plus micro précieux. pour Et comprendre après, ça. ça suffit pas. Il y a la valorisation. Il faut être discipliné, surtout dans un monde où l'argent n'est plus gratuit. Et puis le dernier élément, c'est bien d'être contrariant. Moi, je peux l'être, mais il faut aussi s'adapter au marché. Et le marché, il a toujours raison. Et c'est là où il faut être amoureux de rien. Il faut être cynique, mais convaincu. Il y a deux grands axes stratégiques là, qui guident la gestion de votre fonds chez Innocap, Sébastien. Donc l'idée de la souveraineté, c'est quelque chose d'assez puissant effectivement. Et puis la qualité, qu'est-ce que vous pouvez nous dire effectivement de ces deux caractéristiques, de ces deux axes stratégiques qui guident vos investissements? En fait, on essaie toujours de prendre du recul sur les informations. Donc, après le début de la guerre, on a essayé de réfléchir, on a refait une grosse partie du portefeuille. On avait un positionnement à l'époque qui était plus cyclique, qui était sur l'inflation en quelque sorte, mais qui était contrôlé. Et puis on a beaucoup réfléchi, assez rapidement, on a revu le portefeuille, on est amoureux de rien, comme je disais, et on s'est dit, tiens, les investisseurs aiment la visibilité, aiment la croissance. Où ? Peut-être la souveraineté européenne, ça fait du sens parce qu'il y a des sous-investissements depuis 10-20 ans, il va falloir investir, donc c'est peut-être là qu'il faut aller. Après, il faut chercher la bonne valorisation. Donc on a des participations, je pense que quand on parle souveraineté européenne, on pense tout de suite à la défense. Donc oui, on a du Hensoldt par exemple en Allemagne ou du Rheinmetall, mais on a été plus loin parce qu'on voulait que ce soit vraiment quelque chose d'important dans le fond. Alors, comme je suis un investisseur value, j'ai regardé il y a très très longtemps la boîte française qui s'appelle Imerys, qui a un positionnement avec une intégration verticale qui est propriétaire des mines. Alors, je n'en ai pas acheté en me disant le marché n'a rien compris et les mines sont sous-valorisées. Peut-être que c'est le cas, mais on s'est dit dans un contexte où aujourd'hui les matières premières c'est un sujet, il faut trouver des solutions pour compenser telle ou telle matière première. Peut-être que d'avoir des mines ça fait du sens. C'est un titre qui nous intéresse. La valorisation est faite pour des bonnes raisons, parce qu'historiquement il y a eu du pricing power, mais il n'y a pas eu beaucoup de croissance de volume. En revanche, peut-être que dans les mines, il y a des choses. Depuis 3-4 mois, la société communique. Il y a une mine à Beauvoir, qui est déjà existante. En dessous, il y a a priori du lithium. Ça pourrait être une grosse mine. La société a un capital market day début novembre. On en saura plus. Mais c'était un peu la réflexion qu'on a essayé d'avoir. Et là encore, c'est l'information du terrain, combinée celle d'aujourd'hui, mais celle en fait de notre expertise depuis 20 ans, parce qu'on n'est pas stock picker du jour au lendemain. L'expérience, ça ne s'achète pas. L'autre élément, on a beaucoup regardé les boîtes de croissance, parce qu'on sait que le marché veut ça. Par contre, on ne veut pas les boîtes de croissance trop chères. On est aujourd'hui sans doute dans un nouveau paradigme. Oui, c'est ça. Oui. Donc, cherchons les anomalies. On a des fonds qui sont concentrés, on a les fonds de conviction. On n'a pas 50-80 valeurs, on en a 30-35 en moyenne. Donc, on a cherché et on en a trouvé. Je vous avais parlé, je pense, l'année dernière de Fila en Italie. Ça reste une forte conviction. C'est un exemple, ce n'est pas une recommandation, c'est vraiment un exemple. On a une autre société française, Veralia, du pricing power, un petit ticket de consommation, une société qui est très bien gérée, qui a un cost leadership aujourd'hui, qui va peut-être se transformer en price leadership, une société qui n'est pas bien aimée parce que ça a été introduit il y a 2 ans par private equity, qui est sorti à plusieurs reprises, et puis c'est très consommateur de gaz, donc quand il y a des rationnements. Mais c'est pour ça que ça se paye aussi peu cher. La société est couverte sur les prix d'énergie à 85% fin 2021 sur les 3 prochaines années. Ça lui donne justement du temps, ça lui donne du temps de s'adapter. Elle a du pricing power. Aujourd'hui, elle commence à moins monter ses prix que ses concurrents. Donc ça veut dire que potentiellement, elle gagne des parts de marché. Volume, On a un bilan qui est solide. Pour nous, c'est toujours quelque chose d'important. Et c'est un free cash flow yield qui est supérieur à 10%. C'est sans doute une anomalie. Donc on essaye d'en profiter. Et puis, le dernier élément, parce qu'on est pragmatique, et que les choses évoluent très vite. Donc peut-être si j'étais venu il y a 15 jours, ça n'aurait pas parlé. Peut-être que dans 15 jours, ce sera différent. On essaye d'être pragmatique. On regarde ce qui se passe. Aujourd'hui, on a ce que j'appelle un peu la poche. Au-delà de ses convictions, on a aussi une poche qui est assez pragmatique. Quand on voit des choses qui baissent beaucoup, on se pose des questions, on fait des worst-case scénarios en quelque sorte. Donc on a commencé ces dernières semaines à renforcer des sociétés cycliques, mais peut-être moins cycliques que perçues par le marché. C'est toujours assez intéressant. Des sociétés de consommation discrétionnaire, mais qui peuvent peut-être mieux résister. Alors, par exemple, consommation discrétionnaire, je pense que Puma, qui a énormément baissé, notamment suite à la publication de Nike,
Je pense que ça reste un petit ticket de consommation que les gens vont continuer à consommer. Ça fait longtemps Et quand que vous on parlez regarde de la ces petits tickets de valorisation, consommation, aujourd'hui, on est à 10 fois à peu près l'EBIT. Alors, je ne sais pas quel est le vrai EBIT, mais si je regarde avec un petit peu d'horizon, je pense que de mettre un premier pied, ça fait du sens. On a fait la même chose sur Virbac, qui a beaucoup baissé. J'aime beaucoup les valeurs que tout le monde a adorées et qu'à un moment donné, on doit délaisser parce qu'il y a aussi des rachats dans des fonds. Et donc, on essaie d'en profiter. Quand vous dites on ne tombe pas amoureux de nos valeurs, concrètement, ça veut dire à quelle vitesse tourne le portefeuille ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est proche quand même du trading à un moment ou est-ce que non, ça reste de l'investissement, stock picking ? C'est de la vraie conviction à long terme en s'adaptant. Il n'y a pas de réponse parce que je n'ai pas un objectif. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend des ordinateurs et du marché en quelque sorte. En revanche, un titre qui prend 20% assez rapidement, peut-être que je vais couper en fait. Il faut être raisonnable. On a ces vraies convictions d'investissement. Je pense que je peux vous parler des sociétés, donc je pense depuis 3-4 ans, de Barco, de Veralia, c'est pas nouveau, de Fila, mais il faut les avoir au bon moment. Et il faut s'adapter au marché. C'est des positions qui sont gérées très activement. C'est très actif. C'est assumé, mais ça on peut le faire que si on passe son temps sur le terrain. Je pense que depuis mon retour de vacances au mois de septembre, j'ai dû faire presque 100 contacts sociétés. Hier, pendant 2 jours, j'étais à l'étranger. En 24 heures, j'ai fait 3 pays différents. Donc voilà, ça passe par ces informations-là. Mais ce qu'on essaye de faire chez InnoCap, on se concentre sur moins de valeurs. On n'est pas plus intelligent que les autres, mais on essaye de mieux le faire. Donc quand je rencontre 400, 450 sociétés, j'essaye surtout de voir 3, 4, 5, 10 fois, notamment sur mes fortes convictions, les sociétés tous les ans. Barco, dont je vous ai parlé à plein de reprises, depuis septembre 2018, c'est une société qu'on a rencontrée 94 fois. Et ça nous permet de comprendre l'accélération de croissance. Je pense que le débat value-croissance, pour nous, il est un peu dépassé. On cherche l'accélération de croissance. Qu'est-ce que vous retenez de vos 80 ou 100 contacts sociétés depuis votre retour de vacances là ? Qu'est-ce que ça vous a forgé comme conviction macro, j'ai envie de le dire comme ça, Sébastien, sur les perspectives de ces entreprises. Si on fait une analyse microéconomique pour essayer d'en retirer un enseignement un peu... Alors, il y a des choses qui sont rassurantes, mais là aussi, il ne faut pas être naïf. L'expérience, ça ne s'achète pas. Je me rappelle de 2007. Le discours est plutôt que ça pourrait être moins pire que ce qu'on craint. Notamment, si je prends l'exemple du gaz en Allemagne, a priori, on va passer l'hiver sans problème cette année. Peut-être quid de l'année prochaine, mais on n'en est pas là. Après, je ne suis pas non plus naïf. En 2007, je me rappelle que tout allait bien, que les carnets de commandes étaient forts. Donc là aussi, c'est un travail, et c'est super, comme depuis 3 ans pour du stock picking, c'est de chercher le carnet de commandes qui est solide parce qu'il y a des avances clients, à contrario d'un qui peut finalement disparaître du jour au lendemain. Donc, on est plutôt à l'aise. Je ne pense pas que j'aurai 60-80 convictions aujourd'hui. En revanche, sur un portefeuille de 30-35, on identifie des sociétés qui, demain, non pas risquent un warning, mais on a identifié des valeurs qui, potentiellement, peuvent monter leur guidance d'ici la fin d'année. Et c'est ça ce qu'on cherche. On est les chercheurs de mine d'or. Nous, on cherche la belle pépite small et mid. Merci beaucoup Sébastien. Merci d'être venu nous parler de votre métier. Alors on parlait de votre fonds effectivement et de vos convictions, mais c'est toujours intéressant de savoir comment un gérant travaille. Sébastien Lemonnier était avec nous pour en parler. Gérant action européenne chez InnoCap Gestion, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.